On va continuer cette journée autour de la fan expérience en abordant le Club France. Donc on l'a dit tout à l'heure, voté à l'unanimité comme étant la plus belle fan zone du monde. Une réussite. La plus belle, je ne sais pas, mais la plus grande. La plus grande. Ok, la plus grande et puis sans doute la plus belle, allez, on peut se le dire. Où Usavent a eu l'occasion d'ailleurs de travailler. Et pour l'occasion, j'accueille Nathalie. Nathalie Péchala, merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter rapidement Nathalie. Donc tu es née à Rouen en 83. Tu commences le patinage à l'âge de 7 ans. À 12 ans, tu intègres l'équipe de France de danse sur glace et tu rencontres Fabien Bourza en 2000, qui sera pendant presque 17 ans. 14 ans, ah oui, c'est vrai, 2014. Celui avec qui ton partenaire de danse. Tu as l'un des plus beaux palmarès français dans ton sport. Alors je vais citer, j'ai besoin de mes fiches. Double médaillée de bronze aux mondiaux, double championne d'Europe, quintuple championne de France et 3 fois tu représentes la France aux Jeux Olympiques à Turin, Vancouver et Sochi. 4e place, c'est pas mal. Oui, c'est pas du tout vrai, en fait, tout ça. Alors, non, désolé. Je peux partir. Mais... voilà. Ça mérite quelques applaudissements quand même. Donc bravo à toi. En 2014, tu arrêtes, tu raccroches les patins. Je crois que ton partenaire s'était un peu blessé, peut-être. Non, c'était une décision mûrement réfléchie depuis 4 ans. Ok, d'accord. Tu es diplômé de l'EM Lyon et de l'Académie de finance de Moscou. C'est dans ces années-là où on a eu l'occasion de se rencontrer et de devenir amis. Donc merci d'être là et je t'accueille avec toute mon amitié et la joie de te recevoir. Depuis en mars 2020, tu deviens la première femme élue présidente à la Fédération française des sports de glace, poste que tu occuperas pendant 2 ans. Et puis en 2022, tu es désigné chef de mission pour la délégation française aux Jeux Olympiques de Pékin. Ça ne s'arrête pas, tu n'arrêtes plus. En 2023, tu es présidente de l'association Premier de Cordée, qui propose régulièrement des initiations au sport pour des enfants hospitalisés. Un poste qui t'est très cher, de ce que j'ai compris. Et tu es nommée en 2024 présidente déléguée du Club France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est avec cette casquette-là, parce que tu en as plusieurs, que nous t'accueillons. Eh ben, merci Grégor et bonjour à tous. Comme toujours, l'idée c'est vous intervenez quand vous le souhaitez, prenez la parole, posez des questions et on a souhaité cette participation sous format d'une interview avec l'idée d'apprendre et de récupérer tout ce que vous pouvez picorer pour vos propres expériences à vous. Il y a des clubs, il y a des fédérations, il y a des ligues, il y a des agences. Il y a des choses à récupérer du Club France. Et ben, commençons directement. Comment définir le Club France? C'est quoi? Et toi, quel était ton rôle? Ok, le Club France a été effectivement la plus grande fan zone. Bon, au monde, c'est un peu pompeux, mais entre nous, c'était la plus grande fan zone déjà de Paris pendant ces JOP. Alors, le Club France, ça existe en fait depuis presque 20 ans. À chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques à l'international, que ce soit été ou hiver. Et l'idée, à la base, c'est le point de rencontre entre les athlètes, qui sont eux toujours dans leur village olympique, qui peuvent sortir, mais qui ne peuvent pas rencontrer leurs proches là-bas. Donc le Club France, c'est point de rencontre entre les athlètes, leurs proches, les médias, les partenaires, privés ou institutionnels, et normalement les expatriés, les touristes français qui viennent rencontrer les athlètes français. Donc généralement, c'est beaucoup plus petit. Les plus grands, ça a été ceux de Rio et de Londres, où on accueillait 5000 personnes. Et là, on a fait un truc XXL avec une ambition qui était beaucoup plus grande, qui était celle, évidemment, de célébrer l'équipe de France, de pouvoir suivre les épreuves sportives, parce qu'on sait que les billets étaient relativement chers et donc ce n'était pas accessible à tous. Donc c'était vraiment le point de repli. Et 3, de faire la promotion du sport en général. Donc, je peux entrer dans le détail ou... Vas-y. Donc l'idée, c'était d'équiper ces 55 000 mètres carrés pour pouvoir faire ces 3 choses-là. Dans la grande halle, il y avait évidemment tout ce qui était célébration festive
des athlètes, mais aussi de tous ceux qui étaient présents, les médias, le grand public, etc. Et à l'extérieur, on a fait des pavillons en co-construction avec le ministère de la Culture, les écoles d'architecture qui ont travaillé avec chaque fédération sportive olympique pour pouvoir avoir un espace qui soit utilisé pour la promotion de cette discipline sportive et qui puisse après être donné aux fédérations et réutilisé évidemment dans une optique éco-responsable. Voilà, en fait l'idée c'était vraiment que ça soit intergénérationnel et que chacun avec son goût pour le sport puisse y trouver ce qu'il veut. La fête, faire du sport, suivre le sport. Voilà. On va revenir sur toutes les parties prenantes et le rôle, les attentes de chacune d'elles. Juste toi, quel était ton rôle, ta mission et quand est-ce qu'a pris forme le projet du Club France, juste qu'on le mette dans le temps? Mon rôle justement, ça a été de définir le concept de ce Club France en France et donc très grand. On ne pouvait pas faire la même chose que ce qui a déjà été fait dans les éditions précédentes à l'étranger. On était toujours dans cette optique d'héritage dont on a largement entendu parler. Le Club France n'y a pas échappé. Donc l'idée, c'est comment on fait pour mettre la France au sport, comment justement, grâce à la pratique, on essaye d'embarquer, enfin en tout cas de susciter des vocations pour après arriver à prendre des licences. Et moi, mon rôle, je suis arrivée 2 ans avant l'ouverture du club. Ça a été d'aller... En fait, ce que je voulais, c'était que chaque partie prenante se sente engagée dès le départ, qu'elle puisse nous dire ce qu'elle attendait du Club France. Parfois, ça ne fit pas forcément. Chacun a ses besoins propres, mais d'essayer de les engager avec nous, de les embarquer, qu'ils nous donnent des billes et que nous, on puisse comme ça construire un projet qui plaise à tout le monde. Si les parties prenantes n'étaient pas là dès le départ, c'est sûr qu'on se prend que des portes fermées. Et comme c'était un projet d'envergure qui a coûté 14-15 millions, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Donc quand je suis arrivée, on a perdu du temps parce qu'on a lancé pas mal d'enquêtes pour justement recueillir toutes ces données. Mais ce qui a été bien, c'est que ce temps perdu, finalement, c'est du temps gagné après, puisque, parce qu'on a eu l'adhésion de toutes ces parties prenantes, donc les fédérations, les médias, les partenaires institutionnels, les partenaires privés, et évidemment toutes les instances, le gouvernement, la préfecture de police, le ministère des Sports, le COJO Paris 2024, etc. Et les athlètes, bien sûr. Ouh là là, j'oublie le plus important. Et les athlètes. Alors justement, on parlait, 15 millions d'euros de budget, je crois que tu m'avais dit que c'était 50-50 privé, dotation privée publique. À peu près, oui. Ouais. Vous n'avez peut-être pas 15 millions pour accueillir votre public. Néanmoins, vous avez sans doute les mêmes acteurs, donc les parties prenantes, on va les lister très rapidement et puis on va voir quelles étaient leurs attentes sur le Club France. Donc il y avait les athlètes, il y avait évidemment les médias, il y avait les sponsors, d'autres initiatives, puis le public. Et en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que si l'une de ces parties prenantes n'était pas là, en fait, tout s'effondrait. C'est-à-dire que le sponsor avait besoin de l'athlète avait besoin du média, le média... En fait, et tout ça était une interaction. Quelles étaient les attentes, si on peut les lister rapidement? Un athlète attend quoi? Un média, un sponsor? Et peut-être le penser au prisme d'une fan zone peut-être plus réduite, d'un club un peu au local, parce qu'en fait, l'alchimie ou les recettes sont un peu les mêmes en vrai. Alors, tu as bien résumé, Grégoire, c'est exactement ça. En fait, le projet, il reposait vraiment sur l'adhésion de tous. Si on n'avait pas les médias, on avait un Club France qui tombait à l'eau. Enfin, je peux vous faire ça avec tous les types de populations. Même si on n'avait pas de grand public, ça tombait à l'eau. Et en fait, on se rend compte que si on arrive à avoir tout le monde au même endroit, c'est là où ça prend. L'athlète, par exemple, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se mettre à la place de chaque entité. Je suis athlète, qu'est-ce que je viens chercher? Quelles sont mes attentes? La reconnaissance du grand public, pouvoir voir ses proches et d'être médiatisé. Je ne parle pas d'un Teddy Riner ou d'un Léon Marchand, mais je parle de même tous les autres athlètes, surtout des petites disciplines sportives. Ils ont un coup de projecteur une fois tous les 4 ans, donc ils viennent chercher de la médiatisation. Pourquoi? Ce n'est pas qu'un ego trip, c'est pour pouvoir derrière aller chercher des partenaires. Si on n'a pas de grand public, c'est vide. 55 000 m², c'est la loose s'il n'y a personne. Si on n'a pas les médias, ça veut dire qu'on est chez nous à Paris. Donc chaque média a ses bureaux. Donc il va falloir qu'on demande aux athlètes d'aller faire la tournée des médias dans tout Paris. Impossible.
Donc on était obligé de les avoir. Les partenaires privés, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à avoir la photo avec leur team ou la photo avec l'équipe de France pour valoriser leur marque, forcément. Les partenaires institutionnels, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il faut grenouiller partout, il faut être sur tous les coups, et puis il faut un petit peu, politiquement correct. Ils aiment être dans le coup. Donc il leur faut de la place, et il leur faut des cocktails, de la place pour faire des cocktails et pouvoir recevoir leur population. J'ai oublié une partie prenante ou pas? Non. Donc voilà, le succès du projet repose sur la présence de chacun. Et c'est ça qui a été compliqué parce qu'autant, en fait, en tant que CNOSF, on peut obliger les athlètes, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, à venir au Club France le soir même de la fin de leurs épreuves sportives ou le lendemain s'ils finissent très tard, parce qu'il y a les contrôles antidopage, la cérémonie des médailles, etc. Donc ça, on peut le faire. On ne peut pas obliger un partenaire privé à venir. On ne peut pas obliger les médias à venir. Mais quand ils ont compris qu'il y avait tout le monde, en fait, c'est dès lors où ils se disent « Ah, il y a tous les médias, ok, donc il faut que j'y sois. Ah, les athlètes vont forcément passer, ok, il faut que j'y sois. » Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre. Et c'est vrai que c'est le fait d'y être ensemble qui fait le succès. C'est vrai, il y avait une chose que je n'avais pas du tout perçue, c'est qu'en fait, le sportif aime être pris en photo avec de la foule dans un événement, parce que pour lui, c'est extrêmement important après sur sa visibilité, sa recherche de sponsors et sur le développement de sa propre marque, brandabilité. Oui, alors déjà, c'est très sympa. Non, alors, petite anecdote. Quand on a reçu, par exemple, alors je travaillais en même temps parce que je suis consultante pour Eurosport et France Télé. Du coup, j'étais sur le plateau d'Eurosport et dans le parcours média des athlètes, avant même de faire la cérémonie des médailles, donc sur la scène à l'intérieur de la grande halle, ils devaient faire tous les ayants droit médias. Donc ils commençaient par Eurosport et donc là, il y a une dizaine de judokas qui arrivent sur le plateau. Ils pensaient qu'à une chose, c'était se jeter dans la foule comme Léon Marchand, ou « Oh là là, j'ai vu l'équipe de rugby à 7, ils ont fait une petite choré, est-ce que moi aussi je vais pouvoir faire le show sur la scène ?» Donc en fait, les athlètes cherchent déjà à kiffer. Il y a un besoin, alors non pas de reconnaissance, parce que ça ils l'ont quand ils font leurs épreuves sportives, mais derrière, il y a cette envie d'avoir une communion avec le public. Très bêtement, ils vont chercher de l'amour du public. Le public vient chercher aussi ça des athlètes, et en fait, il y a une interaction de folie. Et c'est vrai que l'équipe de rugby à 7, dès le premier soir, a mis le feu au Club France. Ça nous a énormément aidé pour la suite de la quinzaine. Et ça a été la ref pour tous les athlètes. C'est vrai qu'il y a eu quelques déclencheurs. Ouais. Et tu me disais aussi, c'est intéressant pour un athlète, et à nouveau là je décroche exprès, je sors un peu du Club France, mais la recette un peu magique pour faire venir un athlète, alors évidemment il y a cette communion avec le public, mais je suis allé dans des clubs beaucoup plus modestes que le Club France partout sur le territoire, où on voit qu'il y a cette ambiance très forte avec les supporters. Et une recette un peu magique pour que l'athlète vienne, c'est lui permettre de rencontrer le public pour avoir des moments assez sincères. Alors peut-être que quand on s'appelle Mbappé, c'est plus compliqué d'aller en tribune, etc. Mais on peut, je pense, néanmoins arriver à créer cette osmose. Il faut qu'il y ait des photographes. Voilà, ça c'est tu me disais, c'est faites venir un photographe pour qu'il soit pris en photo, puis pour qu'il puisse raconter quelque chose. Et il faut des journalistes de la PQR, des journalistes locaux, etc. Mais il faut qu'ils puissent relayer sa joie, un message, ce qu'il est. Oui, parce que donc c'est très sympa ce moment de communion, mais derrière on en fait quoi? Ça crée du contenu pour eux, ça crée effectivement, ça développe leur marque, ça leur donne de la visibilité, et c'est comme ça qu'ils vont aller pouvoir convaincre leurs partenaires privés de les aider financièrement, parce que c'est un petit peu quand même le nerf de la guerre. Donc même sur des événements plus petits, alors que le France évidemment il y avait tous les médias, donc il n'y a même pas de question, mais même sur des événements plus petits, un athlète, s'il a ce moment de partage avec le public, c'est important aussi d'avoir les médias présents. Parce que les médias vont pouvoir fournir du contenu, parce qu'ils vont relayer l'information et donc créer plus de visibilité pour l'athlète. Je vous ai dit, en fin de journée, on va aller aux USA. Bon, là-bas, c'est complètement hors norme. Mais parlons du contenu du Club France, parce que le Club France, si je ne me trompe pas, était ouvert toute la journée jusqu'à peut-être 23. Enfin, tu nous 23 heures à l'extérieur, 2 heures du mat à voilà. l'intérieur.
Alors, je suppose qu'on n'a pas le même public en début de journée, milieu de journée, fin de journée, au-delà de 23 heures. Quelle était l'offre de contenu? Pourquoi je viens au Club France? Qu'est-ce que je viens chercher, moi, le public? Alors le matin, 10h, ouverture des portes, petit réveil musculaire. Après, on peut faire le tour donc, des pavillons. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'utilité. Donc s'essayer au sport. Donc le matin, on avait beaucoup de familles, surtout. L'après-midi, on avait beaucoup d'amateurs de sport, de clubs de supporters. On avait des bandes de copains. Et plus on arrivait dans la soirée, et plus on avait un esprit, je dirais, festif, jeune. Mais les familles étaient quand même présentes. Les familles ne bougent pas, en fait. Elles restent très longtemps. Les copains, ils ciblent un petit peu plus sur... et plus spectateurs, plus supporters. Parce que moi, j'ai le souvenir de cette masse devant les écrans géants. Ouais. Alors que peut-être on est plus acteur en début de journée. Le matin, on fait toujours du sport, mais le matin, personne ne regardait trop les écrans. Ouais. Il n'y avait pas grand monde, ou alors c'était vraiment pour prendre son café, se réveiller. Mais ils étaient à bloc parce qu'il n'y a pas de queue, il n'y a pas de file d'attente, donc ils faisaient tout le tour des pavillons. Et puis le soir, on a les fêtards. Ouais. Jusqu'à 2h du mat, mais on n'a pas eu de cas de mecs complètement déchirés qui nous mettent un bazar de folie. Et d'ailleurs, on n'a pas compris parce qu'on les attendait, on était prêts, mais c'était vraiment bon enfant, très très bonne ambiance. Je cherche Pascal, ils étaient prêts. Ils sont jamais venus. Ils ont été très bien. En fait, il y avait mais vraiment, je ne sais pas si vous êtes allé au Club France, mais c'était tellement good vibes. C'est vrai, c'était vraiment cool. C'est pas deux équipes qui s'affrontent. Tout le monde regardait dans la même direction. Vive la France. Tout le monde scandait la Marseillaise tout le temps. Enfin, on avait l'impression de faire unité. Et du coup, même avec l'alcool, c'était très très cool. Alors une petite question. C'était très très cool. C'était un grand succès. La particularité des JO de Paris, c'est que c'était dans la ville. On a investi, le COJO a investi la ville. Comment on fait vivre cette fan zone qui était, alors pour ceux qui connaissent mal Paris, on est dans le nord-est. On n'était pas juste à côté des épreuves. Comment on l'a fait vivre? Comment on crée oui, donc c'est ceux qui n'ont pas de billets, mais en fait, il y a eu un vrai trait d'union qui s'est fait. C'était la même condition. Comment vous avez réussi à faire vivre cette fan zone au sein de ce grand événement? On avait des discussions avec la ville de Paris pour que justement toutes les fan zones donc organisées dans les arrondissements mènent au Club France. Bon, on s'est arrêté au stade de la discussion, ça n'a jamais eu lieu. Mais dans le métro, dans tous les transports en commun, on avait bien identifié le Club France, donc on savait où aller. Et après, en fait, le drainage de la population s'est fait principalement par les médias, par les athlètes et surtout par le grand public lui-même qui communiquait sur les moments qu'il vivait à l'intérieur de ce Club France. Donc on a essayé de s'insérer là-dedans, mais c'est comme partout, chacun essaye de défendre aussi son petit bout de terrain. Donc, et chacun a ses animations. La ville de Paris avait beaucoup de fan zones, et c'est un produit totalement différent du Club France. Mais voilà, on essaye... C'est marrant parce que nous, on voulait donc flécher pour mener au Club France. Eux, ils voulaient des athlètes. Mais nous, on n'a qu'une emprise sur les athlètes au-delà du parcours média à la suite de leur performance. Donc voilà, les demandes n'étaient pas réalisables. Donc on a dû se débrouiller un petit peu tout seul, même si on est tous dans le même bateau, parce que l'idée, c'est que chacun trouve sa place et sa joie dans cette quinzaine. Okay. Mais vous étiez donc une offre des Jeux Olympiques. Enfin, vous étiez une offre parmi d'autres des Jeux Olympiques. Vous étiez fléché comme tel, vous étiez indiqué. Ouais, on a été classé site de célébration par le COJO 2024. Donc ça veut dire qu'on bénéficiait de cette visibilité, de ce mapping, même sur leur site internet, on pouvait tout de suite aller voir ce qui se passait au Club France. Donc ça a été très utile. Ok, parce qu'à nouveau, j'ai ces images d'enceintes sportives que j'ai eu l'occasion de visiter, et c'est vrai qu'il y a des belles bodegas, il y a des belles initiatives, il y a des troisièmes mi-temps, il y a des choses, et peut-être que c'est à prendre aussi à part, c'est un produit en plus, c'est pas que le match, je viens vivre quelque chose au-delà, une offre un peu différente. Chez WizEvent, nous sommes extrêmement attachés à l'engagement, on bosse beaucoup à côté des orgas. Est-ce que tu as senti un engagement très fort de la part de toutes les parties prenantes, de toutes les équipes autour du Club France? Et est-ce que ça a pu faire un peu la différence? Est-ce que cet engouement, tu as ressenti quelque chose comme ça? En vrai, l'engouement, il est venu super tard. Il est venu
le jour 1. C'est-à-dire qu'avant, sur les 2 ans de préparation, même les athlètes voyaient ça comme une obligation, plus qu'un moment plaisir. Les partenaires privés voyaient ça comme quelque chose d'extrêmement cher et ils ne savaient pas pourquoi ils allaient prendre ces espaces-là alors qu'ils ont tous leurs locaux dans Paris. Les médias, c'est différent parce qu'ils sont smart, ils savent que les athlètes, ils ont l'obligation de passer, s'ils veulent les avoir, il faut y aller. Mais après, il faut déplacer les équipes, il faut s'organiser, c'est un coût pour eux, donc c'était pas non plus évident. Et puis, pareil, partenaires institutionnels, de toute façon, c'est toujours très cher. Trop cher et jamais assez bien, et ils n'ont jamais la meilleure place, donc c'est un petit peu ennuyeux. Donc non, au début, les 2 premières années, jusqu'à l'ouverture du club, on sort les rames, on essaye de convaincre. Et puis la première journée, le rugby a fait un truc extraordinaire, c'est qu'il s'est qualifié pour la finale. Donc ça, c'était le matin au Club France, il pleuvait ce jour-là, donc c'était pas vraiment incitatif pour les familles à venir passer la journée. Et ça a démarré avec cette finale de rugby, la venue de l'équipe de France, Antoine qui fait son slam, sa choré. Et en fait, c'est ça qui a ouvert et qui a permis de créer de la cohésion. Et je me souviendrai toujours que ce jour 1, alors que c'était pas évident du tout à n'importe quel niveau, le jour 1, tout le monde est venu me voir en me disant « c'est génial le Club France, je savais qu'il fallait que j'y sois, c'est vraiment un endroit extraordinaire ». Ça fait plaisir. Je savais. Et c'est vrai quand même qu'on a été aidé par le sportif, parce qu'après il y a eu Léon Marchand, après il y a eu en fin de semaine Teddy Riner. Mais même les sportifs qui n'avaient pas des noms aussi importants, ils étaient tellement heureux, c'était tellement communicatif que c'était la fête tout le temps, tous les jours, peu importe le sportif. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter, d'autres ingrédients à cette recette qui a fait que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois ou... Oui, on avait par exemple des accès privilégiés pour les clubs de supporters, parce qu'on sait qu'eux, ils sont engagés non pas seulement sur les JOP, mais tout au long de l'année, sur une durée assez longue. C'est eux aussi qui font que le sport est ce qu'il est. Donc, club de supporters, il y avait un accès qui était privilégié, tout simplement. Après, on a laissé aussi de la place, que je parlais ce qu'on appelle les archifolies, donc ce projet architectural sport. On avait des terrains partagés. Et ce qui a été important aussi, c'était de mettre en avant des disciplines non olympiques. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Le sport, c'est pas que de la haute performance. Quand on regarde les JOP, oui, on regarde de la haute performance, mais c'est vraiment une toute petite partie de la population. Donc on pouvait faire du tir à la corde, on pouvait faire du racquetball ou d'autres disciplines beaucoup moins connues. Les mettre aussi en lumière pour que chacun trouve ce qu'il aime dans le sport. Est-ce que c'est du sport santé, sport bien-être, sport partage et donc ça a été bien vécu par l'ensemble du mouvement sportif. Parce qu'il y a cette hiérarchie dans le mouvement sportif, vous le savez, du sport olympique été, sport olympique hiver, et voilà, jusqu'au sport où vraiment il n'y a pas beaucoup de reconnaissance et généralement ils sont un peu laissés de côté. Là, chacun pouvait avoir son petit coup de projecteur et faire découvrir sa discipline. Si on parle de coup de projecteur, on a parlé rapidement de ce qu'attendaient les entreprises privées, les sponsors, et tu m'as dit, tu me corriges si je reprends mal, elles aiment bien mettre en avant le bien des fondations, des actions. Et en termes de contenu, faire venir un sponsor, c'est bien, mais dans son narratif, il aime bien mettre en avant une action positive. Même si on sort du Club France, est-ce que tu as des choses comme ça qui te viennent, des anecdotes Oui, parce qu'eux, ils vont inviter leurs clients. Donc, ils ont besoin aussi de promouvoir ce qu'ils font. Et généralement, ce qu'ils font en termes de RSE. Nous, ce qu'on a demandé impérativement à tous les partenaires qui avaient un espace de showcasing, c'est que ça soit en lien avec le sport. Donc, Carrefour a fait le bien manger. La FDJ, qui est très active dans le sport, avait la possibilité de faire de l'escrime sans pouvoir voir, mettait en avant le parasport notamment. Danette, on était plus sur l'expérience supporter, donc il fallait hurler le plus fort possible dans une cabine pour voir si on était un bon supporter. Donc tout avait un lien avec le sport, c'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et quand ils avaient leur terrasse, donc espace dédié, ils font venir leurs clients, leur réseau, leurs collègues de travail. Et là, c'était pour essayer de trouver de la cohésion. Il y a beaucoup de partenaires privés qui ont demandé à avoir des
des temps où il y ait moins de musique, moins de bruit, parce que donc tout était ouvert, pour pouvoir faire des partages d'expériences où ils invitaient des anciens sportifs ou des gens de renom dans leur société pour profiter de cet événement, de cette activation. Ouais. Ok, donc le narratif pour un partenaire, un sponsor extrêmement important pour l'engager, le faire venir. Voilà, c'était juste un autre point qui m'avait marqué de notre tout petit point de préparation. Si on a un tout petit peu de temps, je te prends peut-être un peu de cours, on peut parler de premier de cordée, 2 secondes ou ouais. Moi, tu me prends pas de cours. Hein, alors, donc premier de cordée, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quoi? Qui connaît premier de cordée? Bon, c'est génial, j'ai presque pas besoin d'expliquer ce que c'est, mais en une phrase, cette asso, donc elle a fêté ses 25 ans cette année. Et son but, c'est d'apporter gratuitement et régulièrement de l'activité physique adaptée au sein de tous les services pédiatriques de France. Et aujourd'hui, on travaille avec une centaine de structures hospitalières partenaires. Évidemment, c'est gratuit pour les enfants bénéficiaires, mais aussi pour les structures hospitalières qui nous accueillent. Et voilà, au-delà du fait qu'on s'éclate, parce que franchement, on est une petite équipe, mais très dynamique, et on arrive à se développer de manière, je dirais, sage, mais on y va quand même. Et voilà, cette année, c'est 13 000 enfants qui ont pu faire du sport à l'hôpital. L'hôpital, c'est un lieu fermé où on n'a pas l'occasion de pouvoir sortir pour aller dans un club sportif. Donc nous, on apporte le terrain sportif au sein de l'hôpital. Et si je peux juste finir, parce que je trouve ça intéressant ce qui se passe, mais soit on fait des actions collectives où les enfants, donc des différents services, pédopsie, onco, néphro, tout ce que vous voulez, les gamins qui accueillent aussi leur première prothèse, se retrouvent pour partager un moment convivial. On s'amuse, on découvre une discipline sportive, et ça, c'est grâce au mouvement sportif qui met à disposition les éducateurs pour qu'ils viennent encadrer la séance. Nous, on forme les bénévoles, et après, on reste en lien évidemment avec les éducateurs, cette fois-ci médicaux, et les équipes des soignants, pour voir chaque enfant puisse s'amuser, mais en fonction de ses capacités. Et pendant le Covid, parce que le Covid finalement a été une période de contrainte telle qu'on a dû tous développer notre créativité, et ben on a créé une espèce de boîte sur roulette qui permet d'aller directement auprès des enfants qui sont alités ou qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre pour diverses raisons. Et donc on arrive avec cette grosse boîte, les 4 faces sont équipées, le matériel sportif est à l'intérieur, et on a un enseignant diplômé en activité physique adaptée qui va pouvoir justement faire bouger les enfants. Et ça, c'est presque une révolution. Même Paris 2024 a repris ces boîtes pour les emmener dans les entreprises et faire du sport en entreprise aux collaborateurs. Donc voilà, donc c'est une très belle asso. Ça se diffuse. Et est-ce que les clubs qui peuvent être présents ici peuvent aider, peuvent accompagner Premier de Cordée? Est-ce qu'il y a une manière qui... Bah oui, je le disais, c'est les clubs locaux et les fédérations, les comités départementaux et les ligues qui mettent à disposition. C'est pas grand-chose, hein, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année sur un créneau de 2 heures leurs éducateurs sportifs. Et ça permet aussi aux enfants qui sont à l'hôpital de découvrir par exemple l'escrime. Et nous, ce qu'on aime, c'est quand ça peut susciter une vocation. C'est-à-dire que l'enfant, quand la guérison est possible, qui quitte l'hôpital, se dise « Ah mais oui, j'ai fait une activité escrime et j'ai adoré, je vais aller m'inscrire et continuer cette pratique. » L'idée, c'est aussi de lutter contre la sédentarité et de donner le goût du sport. Donc les clubs, en ça, sont extrêmement importants dans notre schéma de fonctionnement. Et c'est déjà vachement sympa de le faire comme ça. Ouais. Premier de Cordée.